Bonjour Romain. Salut Félix. Je suis ici en Savoie, je suis à Annecy. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Il y a la Savoie et Pas la Haute-Savoie. pas confondre parce que tu risquerais d'avoir des problèmes tout à l'heure au restaurant. Couture et haute couture. Ok, c'est bon. Bon, bah déjà ça promet. Et en fait, tu veux nous présenter quelqu'un? Ouais, je tenais à vous présenter quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Frédéric Dottini, et qui fait partie du club des magiciens de Haute-Savoie. Et je tenais à vous présenter parce qu'il a un parcours un peu atypique. Ouais. Et je pense que c'est bien qu'un peu plus de magiciens et des gens qui s'intéressent à la magie connaissent Fred. Hein. Et bonsoir Fred. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, nous sommes dans la boutique en fait de Fred. Ce que vous voyez derrière, c'est tout ce que vend Fred. Donc on va un peu en parler. Mais il y a vraiment des perles, il y a des trucs un peu mystiques, un peu... Une partie parce que évidemment j'ai aussi un autre hangar, Ouais. on ira tout à l'heure, où j'ai aussi beaucoup de stock parce que la magie, et particulièrement les produits magiques, ne sont pas tous esthétiques. Montrer des sachets en plastique dans une vitrine, ça n'a aucun intérêt. Alors que montrer des beaux tours de magie en bois faits par des artisans de qualité, ça a beaucoup plus d'importance pour moi. Oui, là le bois, il y a Et il est un peu de omniprésent. plastique, là. Il est omniprésent parce que j'ai particulièrement une clientèle de gens qui font des spectacles médiévaux, de compagnies de théâtre de rue. Je suis moins connu dans la magie que dans ce domaine. Et c'est vrai que tous ces théâtreux, ces jongleurs, ces choses comme ça, quand ils recherchent quelque chose avec une finalité magique, ils viennent me consulter. Et puis mon côté antiquaire aussi a bien joué dans ses choix. Donc les dimanches, tu chines, tu vas... Oui, parce que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Ne serait-ce que ça. Alors ça, tu vois, j'adore cette chose-là. Ça pèse 1 tonne. Oui, c'est des crânes de cristal mexicains. C'est hyper joli, quoi. Qui auraient normalement Des vertus aphrodisiaques, c'est des ça vertus magiques. Pas logique. On regardera tout à l'heure, mais j'ai trouvé un petit bronze 19e qui est là, qui est juste ici. Là. Un petit bronze 19e l'autre jour sur le marché aux antiquités. Le marchand qui l'a vendu croyait que c'était un joueur de tambour. Et si vous regardez bien, il a une muscade dans la main gauche, et une bague, et il a une gypsière à la Cellini. J'étais trop content de le trouver, ça fait partie des petits plaisirs qu'on ne trouve pas chez... Ouais. Je suis un chercheur de trésors, dans ce domaine en tout cas. Tu peux mieux si tu nous expliques un peu tes débuts dans la magie. Mes débuts dans la magie, bon, ils ont commencé déjà par un grand-père à Saint-Ouen, qui lui jouait du violon, du banjo, de mandoline et qui faisait des tours un peu puérils, je dirais, parce que c'était pas d'un niveau extraordinaire, mais ça fait partie de la première personne qui m'a fait connaître des magiciens, aller voir des magiciens, et il m'emmenait au Jardin des Plantes, il y avait au village des Lilliputiens, il avait travaillé dans ce domaine, à Pigalle, non loin de anciennement l'Académie de Magie, et c'est vrai que mon grand-père était un bricoleur, quelqu'un qui a fait des jouets, qui a fait des objets, qui a réparé des instruments. Qui avait encore une belle âme d'enfant. Voilà, et 3 guerres, hein, donc je pense qu'on a envie d'oublier un petit peu ses malheurs et qu'on reste dans cette espèce d'enfance. Et puis lui, c'est un des premiers à m'avoir donné l'envie de magie. Et après, c'est une belle rencontre avec un personnage haut en couleur, El Diablo, El Diablo dans les Caraïbes, qui était un Français qui s'appelait Alain Porto, qui est toujours vivant, qui était un Français au passeport dominicain. Et qui m'a appris, lui il avait déjà une carrière, il cherchait un assistant, et il m'a demandé si pendant 5 ans je ne voulais pas faire la tournée du siècle de Mexico, au Venezuela et en Colombie, avec lui, comme assistant d'abord, et puis après j'ai évidemment l'envie de monter sur les planches, c'est très vite arrivé. Hein. Quand on voit un gars qui tous les soirs nous régale, et que tous les soirs, bien qu'on connaisse le numéro par cœur, même les textes, on en met encore ça, et on rigole encore, il n'avait pas un bagage technique extraordinaire, mais par contre il avait un sens du contact avec les autres, et puis le mime, une belle mise de direction. Donc c'est déjà à l'étranger que tu as fait tes premiers pas en tant que magicien. Oui, en fait je suis arrivé très très jeune en Amérique latine, et donc je ne trouvais pas ma vie entre serveur et tout ça, et j'ai eu la chance de rencontrer un magicien sur une plage, et on ne s'est plus quitté pendant 5-6 ans. Après bon, il a perdu 10 identités différentes quand on était aux États-Unis, donc on a dû fuir l'un et l'autre de chacun de notre côté. Parce que c'est vrai que ce qui fait ta spécificité, Fred, c'est un peu ton parcours international. Parce que tu es presque plus connu à l'international qu'en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, par où tu es passé. Voilà, et puis des grandes étapes que tu as rencontrées en tant que magicien. Oui, ayant commencé la magie en Amérique latine, quand j'ai fait la découverte de mon premier magasin de magie, c'était le magasin de magie chez Henry, la Casa Magica sur la Sabana Grande à Caracas.
c'est là où j'ai appris à acheter mes premiers objets de magie, c'est-à-dire Boule Excelsior. Mon premier livre était un livre espagnol qui s'appelait La Magia Química, et que je n'ai plus, mais qui était formidable, parce qu'on trouvait tous les produits à l'époque dans les pharmacies. Ah, c'est la magie chimique. La magie chimique, mais en espagnol. Voilà. La magie chimique, mais en espagnol, une édition latino. Et puis le magasin était impressionnant, et ça m'a beaucoup marqué sans doute dans mon goût pour les boutiques de magie, c'est que le magasin datait des années 30. Donc il n'avait pas changé depuis... et d'ailleurs je suis passé à côté de belles affaires, parce que je pense que je n'avais pas la connaissance à cette époque. Je devais avoir à peu près 17 ou 18 ans. Et à Caracas, j'allais au magasin de magie, j'ai acheté des cartes. J'ai acheté des cartes, exactement. Le dernier DVD à le magicien s'appelait Henry, et il était... Henry, ouais. Le magicien du président. Hein, donc c'était un... Oui, parce que ça c'est intéressant après dans ton parcours. Oui, parce qu'après j'ai quand même fait des grosses prestations. Oui. Si tu peux en parler un petit peu justement de ces grosses prestations. Oui, je suis devenu le magicien du président indien, du président malgache, du président... parce qu'évidemment j'ai tourné un petit peu dans l'océan Indien, en Asie, beaucoup à La Réunion, en Afrique du Sud, à Chagos, en Namibie, les Seychelles, la Digue, parmi les plus beaux hôtels du monde où j'ai eu la chance de travailler. Bon, je ne suis jamais rentré dans les contrats de magie comme le grand magicien, mais j'avais la culture et surtout ce qui permet de vendre les contrats dans l'hôtellerie de luxe. Comme j'avais une solide expérience que j'avais fait dans les montagnes à Courchevel, il m'était aussi pratique de connaître, si vous voulez, ce que ces clients, très difficiles, ont envie d'avoir, et comment ils ont envie qu'on s'occupe de leurs enfants, comment ils ont envie qu'on les distrait le soir au restaurant, et surtout ce côté très léger où là on ne s'impose pas, c'est le client qui vient nous voir. Hein, donc être assez attractif pour que le client qui n'est pas captif puisse venir vous voir à son rythme parce qu'il paye une chambre très très chère. Ça n'a rien à voir avec un club de vacances à Méribel où on pousse tous les mecs à venir voir le spectacle et que vous avez... Voilà. Alors que là, c'est un travail complètement différent. Et je pense que dans la magie, il existe plusieurs formes de spectacle jusqu'à devenir directeur d'animation et là d'embaucher d'autres magiciens et des musiciens et d'autres artistes qui m'a permis d'ouvrir un petit peu sur d'autres spectacles, d'autres formes de spectacles. Mais la magie reste pour moi quand même l'animation qui devrait être au top par rapport à sa potentialité. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Mais du coup, tu as beaucoup voyagé, tu as été le magicien de président, comme tu le dis. Oui. Le roi du Canard aussi, pour qui j'ai travaillé. Comment ça s'est passé? C'est des rencontres ou c'est vraiment un travail de commercial que tu avais? C'était un travail de rencontre? Ça a été... Ou à la fois les deux, peut-être? Oui, c'est un travail de rencontre parce que les agents qui m'ont vendu sont des agents suisses. Et il est évident que la Suisse a quand même une certaine crédibilité dans les pays du Golfe, par exemple. Et connaît certaines personnes un peu fortunées. Voilà. Et si vous voulez, bon, j'ai travaillé pour une agence libanaise aussi, Cobeco Concept. En fait, j'avais pas un numéro différent. Je n'ai rien inventé dans la magie. La seule chose que j'avais la plus grosse dans quelques domaines. C'est-à-dire la lévitation, par exemple. J'avais quelques outils. Voilà. J'avais la plus grosse dans quelques domaines. Voilà, j'avais la plus grosse dans quelques domaines, dans le sens que pour être engagé sur les compagnies de croisière, il faut quand même 3 grandes illusions majeures et surtout de la dernière génération. Parce que les cruise managers, les patrons d'hôtel, ils ont été à la télévision aussi, ils ont regardé Sébastien et ils veulent ce niveau. Donc moi je n'ai pas créé de numéro, je dirais, nouveau. Par contre j'ai acquis et fabriqué du matériel de grande qualité qui m'a permis de le sous-louer. Et puis après d'être recommandé. Et d'être recommandé. J'ai fait les 42 ans de la ville de Brasilia par exemple. J'ai été engagé après pendant 19 mois sur 19 villes du Brésil. C'était une occasion unique pour moi de rencontrer ce pays merveilleux. Je vais te dire, tout ce que j'ai aimé, ce que j'ai construit comme numéro un peu particulier, on ne me l'a jamais acheté. On m'a acheté que de la variété, hein, parce que j'avais 10 gonzesses derrière moi, et que j'avais une très jolie femme, et que quand elle montait à 3,70 m de haut, ou que, voilà, après j'avais un numéro de manipulation, mais je n'ai jamais été dans les concours, ni ce genre de choses, voilà. J'ai pas été dans ce monde de la magie, parce que mon premier contact avec les clubs a été très négatif, je dirais, au niveau de l'accueil et de ce que je pensais de cette fraternité qu'il y avait entre les magiciens. Après, je me suis beaucoup servi du travail de mes pairs, et particulièrement, je dois vous avouer que quand je suis arrivé, mon premier congrès était en 89 à Cannes, quand j'ai vu Tommy Wonder, Jean-Pierre Vallarino, Bébel, des pointures comme ça, Gaëtan Bloom.
j'ai pris une claque, j'arrivais du tiers-monde. Hein, donc si vous voulez, je me suis dit, je me sentais comme un puceau à qui on n'avait pas tout dit. Ouais, Hein, j'étais là... ah mais c'est ça. Voilà. Ça aussi c'est possible. Voilà, je suis tombé par terre et je me suis enfermé dans un travail que je pense qui est utile à tout magicien, c'est-à-dire la magie 24 heures sur 24. C'est-à-dire je me levais magie, je pensais magie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus la même truc, j'ai plus l'expérience, mais j'ai moins de technique par rapport à ce que j'avais, le niveau que j'avais voulu obtenir. Et je me rappelle aussi une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est Georges Proust. Quand j'étais en Amérique latine, que je vivais en Amérique latine, quelques magiciens français que j'avais rencontrés, comme Régis Vidal, des vieux magiciens que les jeunes ne connaissent plus, oui. mais qui étaient des pickpockets incroyables, des gens de spectacle vraiment, qui ont des numéros très rodés, parfaits pour travailler dans des conditions merdiques. Ça, hein. c'est notre époque. Ça. Voilà, et les conditions n'étaient pas mieux, hein. On n'avait pas les théâtres et tout ça. Et ben, ces gens-là me disaient, Georges Proust a la plus belle collection de pièces, de monnaie truquée. Quand je suis allé à Paris, moi, jeune magicien, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce vendeur de magie, parce qu'il était au restaurant en train de manger avec ses amis, et il s'est levé pour me vendre à peu près... Il s'est levé de table, il a mangé franc pour me vendre 30 € une pièce. Donc si vous voulez, j'étais étonnamment... j'étais étonné qu'un personnage si important pour moi se levait. Et je pense que dans la mission qu'ont les marchands de trucs, il y a aussi cette notion de service qui me semble très important. C'est-à-dire qu'ici, chez Moleskine, les conseils sont gratuits. Hein, le matériel, on vous le vend, mais les conseils sont gratuits. Quand j'ai un passionné, un gars que je sens vraiment bien là-dedans, c'est quand même l'intérêt, c'est quand même qu'il avance et que on a la responsabilité de faire aimer la magie au public. Oui, parce qu'on est aussi à la fois passionné par ça. Hein, voilà. Parce que le magicien, tu passes 2 heures, tu as vendu 30 € ou 40 €. C'est ça. Alors que quand tu as une boutique de bijoux, de lingerie fine, en 10 minutes, tu as vendu autant. C'est pour ça que je veux dire, mon panier, moi je suis passionné par la magie, mais vous voyez aussi que j'ai un magasin de vêtements, un magasin de bijoux, un magasin de chaussures. J'ai un panier moyen de 800 €. À chaque fois que j'ai un client qui arrive, quand je passe 1h30 avec une bonne femme, j'en ai pour 1500 €. Quand je passe 2 heures avec un magicien, il m'a pris 40 €. Après, j'ai la chance d'avoir, dans mes relationnels et dans ma clientèle, une très belle collection, une très belle clientèle de collectionneurs, d'amoureux de la magie. Il y a des gens qui payent mon loyer chaque mois. Hein, donc il y a des gens qui viennent et puis qui ont bon, en plus la proximité de la Suisse fait que nous sommes gâtés. Fred. C'est bien que tu le... Du coup, ta carrière internationale, tes rencontres, etc. Est-ce que tu peux nous dire, brièvement, ta conception un peu de la magie? Comment est-ce que tu conçois la magie? Est-ce que tu as une conception particulière de la magie? Oui. Difficile comme question. Ouais, mais certes. Comment tu vois la magie? Comment tu ressens la magie? En quoi ton parcours fait que tu as peut-être une conception qui est différente? Parce que j'ai beaucoup, je pense, fait de la magie de rue. Et aussi, je pense que j'ai vu beaucoup d'artistes aussi dans d'autres disciplines que la magie. Et je pense que la magie, ils se ressemblent un peu tous en fait. On voit très bien le succès du carton volant. Quand j'en ai vendu un, j'en ai vendu 10 quoi. Hein, il a suffi que j'en vende un pour que j'en vende 10. Donc dans les autres arts, on ne trouve pas ce genre de choses. C'est-à-dire que là, il y a aussi une volonté de ressembler à l'autre ou de ne pas sortir du cadre. Oui, on fait partie d'une communauté, donc on se doit de faire la même chose. Voilà. Mais du coup, on se ressemble tous. Et il y a aussi un fait que j'ai remarqué en France, que je n'ai pas trouvé à l'étranger, c'est que les agents français ont une idée, et se font une idée de la magie, qui sont celles de nos pères, c'est-à-dire des gens qui ont été là depuis 30 ans, comme Jean Régil, Gaëtan Bloom, Merlin, et dès qu'on propose autre chose, à part quelques patrons de festivals qui m'ont acheté des numéros bizarres, hein, de magie noire ou de magie bizarre, parce que j'aime bien l'esprit shellmanien aussi. Hein. Ouais. Donc, ces patrons-là, oui, eux, ils comprennent qu'il puisse exister d'autres formes de spectacle. Tu es plus sur une magie diversifiée, voilà, alors que l'agent qui intègre différents arts. Là, chaque fois que j'ai essayé de me faire plaisir en magie, j'ai pas du tout été compris par mes agents. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais voilà, comment sortir? Pourquoi Otto Westly n'est jamais sorti de son numéro depuis 20 ans? Que des gens qui ont des superbes numéros, très bien pensés, très bien joués, rodés, ne sortent pas de leur numéro. Franchement, si on demande à un plombier s'il faisait tous les jours la même chose pendant 25 ans, est-ce qu'il ne voudrait pas envie de changer? Eh ben, c'est la question que je me suis posée. Dans la magie, apparemment, il n'y a pas ce phénomène. On peut faire le même numéro pendant 30 ans. Hein, et puis il y a des numéros très marqués, et dès que vous en sortez, bah, vous ne retrouvez plus le public. L'identité souvent du magicien, autour qui présente. Voilà, à un moment donné, j'ai voulu travailler avec une marionnette. Et je me suis aperçu que les gens ne m'attendaient pas du tout sur ce terrain. Et ça m'a mis un peu mal à l'aise et j'ai abandonné cette idée parce que
quand je suis applaudi pour quelque chose, j'ai pas de raison de changer, parce qu'on me paye quand même pour ça. C'est ça qui est difficile. Voilà, faut soi-même se pousser à aller plus loin, à rechercher d'autres choses, parce que sinon c'est vrai qu'on fait 30 ans le même numéro, avec la même phrase au début, la même phrase à la fin, et... Voilà. Alors il y a des terrains d'investigation qui m'ont semblé intéressants, comme par exemple le médiéval, et j'invite les jeunes magiciens à s'y intéresser, parce que quand on voit le nombre de contrats qui sont proposés par an dans ce domaine, c'est à peu près une quinzaine par jour pendant 6 mois. Hein. Il y a à peu près 30 festivals médiévaux qui prennent à peu près... On en voit peu quand même des magiciens dans les festivals. Il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est un créneau où j'ai beaucoup travaillé avec les Calderas, qui est une compagnie de théâtre de rue bien connue, où nous, on a eu vous connaissez les Calderas, ils sont venus faire une conférence à Lyon sur la magie de rue et les gobelets. Moi, je suis allé voir les vidéos, allez voir, ça vaut le coup. Hein. Allez sur leur site. Les Calderas. Compagnie de théâtre de rue avec qui je Calderas collabore. avec un K. Avec un K. Et qui sont, ils ont fait plusieurs conférences pour les magiciens. Ils sont à la Bibliothèque nationale des arts de rue. C'est la photo de 5 mètres sur 6. C'est magique, mais comme... et ce sont des gens qui font des gobelets, du stacking, des anneaux, du mentalisme, mais d'une manière, d'une présentation que vous n'avez jamais vue. Ouais. Et surtout qui met le sac de la jonglerie, qui jongle avec les gobelets, qui jongle les arts du cirque, etc. Les arts du cirque mélangés et puis avec une histoire aussi, et une présentation qui tient la route, qui a du sens, hein, qui n'est pas que dans la démonstration, et en tout cas dans la forme de magie. Justement, je me suis laissé enfermer à cause de la magie de croisière, à cause des agents qui me proposaient en me disant non, ton look à toi c'est un smoking smalto à 5000, alors je suis monté dans le luxe, hein, parce que j'avais comme client les Berg, le Kilimanjaro, le Kempinski, le Beau Rivage. C'est-à-dire tous les plus beaux hôtels de Genève, je travaillais en tant que close-up man et je faisais leur arbre de Noël. Donc si vous voulez, j'avais pas besoin d'être connu, puisque je gagnais très très bien ma vie dans ce domaine. Donc j'avais des hôtels fidèles parce que les concierges ont mon âge. Il faut bien comprendre que quand on veut avoir un terrain, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent dans le domaine artistique où on veut le vivre, il faut bien déterminer où vous avez envie de jouer. Hein, aujourd'hui, moi je joue dans les parcs d'attractions parce que j'ai un spectacle, un matériel qui convient à ce type de choses et j'ai investi tout là-dessus. La vie est magique, c'est ça qui est intéressant. Quand j'ai été à Brasilia, pourquoi j'ai été à Brasilia? J'ai bien eu conscience, si vous voulez, c'est pas parce que j'étais très bon et très connu dans le monde entier, c'est parce que les magiciens ne voulaient pas faire, les magiciens brésiliens ne voulaient pas faire cette prestation. Parce que M. Kubitschek, qui a fondé la ville de Brasilia, le président brésilien, a dépensé des fortunes dans un pays où la moitié de la population crève de faim. Donc beaucoup de magiciens qui sont des artistes n'ont pas voulu. Moi, naïf, je suis arrivé, j'ai pris la télévision, 200 millions de public, et puis alors au Brésil, super, tout le monde me connaît, je veux dire, parce que j'ai fait les 42 ans de la ville de Brasilia. Mais c'est vrai que cette jeune femme qui m'a ramené là-bas, je l'ai rencontrée à Los Angeles, et elle était ma danseuse dans mon spectacle de magie. Voilà. Donc son père travaillant pour le gouvernement à Brasilia, il a été très facile pour moi. Ça, c'est la magie de la vie. C'est la magie de la vie, oui, mais elle est constituée souvent comme ça. Le plus dur, c'est la première rencontre. Voilà, un exemple. Hein, pas la décevoir. Voilà. Il y a eu un festival il y a quelques années aux Arcs, hein, de festival de magie. C'était Gaëtan Bloom, Fond-Baron, Bébel, plusieurs magiciens de grand talent qui étaient réunis pour ce festival pendant une semaine aux Arcs. Ils ont demandé des magiciens de Haute-Savoie. Personne ne s'est présenté pour aller travailler avec eux, sauf moi. J'y suis allé. J'ai passé une semaine formidable avec eux et on a fait du spectacle. Voilà, c'est un peu. Je reçois un coup de téléphone. Allô, oui. T'es de la Haute-Savoie? Non. Mais tu habites ici? Oui. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller faire un festival là? Je suis monté avec mon matériel. On a passé une semaine avec Fond-Baron, David Jade, tout ça, à s'échanger des tours et des trucs, avec Bébel qui conduisait pas, Gaëtan, les US Magic aussi qui ont un gros show de grandes illusions. C'est formidable, mais la vie c'est souvent comme ça, hein, et particulièrement dans la magie. J'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec Caroline Marc-Antoine, dont je vais faire les produits et soutenir évidemment les produits de Marc-Antoine, et pas les copies chinoises. Hein, donc, non, parce que il n'y aura plus de création dans la magie. Surtout que c'est de la magie française, donc il faut la protéger quand même. Bien plus, à moins qu'on demain on se mette nous aussi à les copier. Donc, on va faire les petits chinois. Voilà. En parlant de création, etc., est-ce que justement cette conception de la magie, mélange des arts, etc., une magie un peu
underground, entre guillemets, est-ce que ça a un impact justement sur ce que tu vends toi, ce que tu proposes toi en tant que marchand de trucs quoi. Sans doute, dans mes choix, c'est très très important et je le vois. Je ne suis pas dans la nouveauté, puis surtout, je ne voulais pas faire ce que les autres font. Hein, parce qu'ils le font très très bien. Et puis sans doute avec des gros moyens, et je ne regarde pas dans la poubelle des autres. Je préfère aller et faire mon chemin et proposer des gobelets en bois, des outils pour la magie, et puis surtout du spiritisme très très branché aussi, mentalisme. Donc je ne suis pas un vendeur de cartes à jouer, j'en ai parce qu'il faut en avoir, mais on ne trouve pas des prix chez moi. Pour ceux qui cherchent un prix, c'est pas très très important. Par contre, ceux qui cherchent l'originalité, j'ai par exemple toute la collection de Collector Workshop, mais la collection Carnival Countdown, c'est-à-dire la Rolls-Royce de cette collection. Oui. Voilà. Donc j'ai tous les modèles. J'ai ici derrière un superbe miroir de Richard Garritz. Peu de gens connaissent ce fabricant, qui était un horloger, un petit peu comme Robert Houdin, et qui a fabriqué du matériel de qualité supérieure, c'est-à-dire la Cadillac du matériel de magie. C'est vrai que, pour moi, pour connaître le magasin, c'est vrai que tu choisis vraiment des produits spécifiques, des produits qui répondent à une attente particulière. Particulière parce que ma clientèle, elle est composée particulièrement de gens de théâtre, qui ont besoin d'avoir une âme dans l'objet, et qui ont assez de bagages intellectuels pour, autour d'un objet, créer une histoire assez intéressante aux gens pour qu'ils les regardent. Voilà. Il a fait un site il y a un univers, qui est aussi différent. Oui, j'ai voulu un site un petit peu particulier parce que en regardant les sites de magie, j'avais l'impression de me retrouver chez des marchands de pneus. Ou d'amortisseurs. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas magique? Donc quand j'ai fait un site de magie, j'ai fait un site qui m'évoque à moi cet esprit victorien. Voilà, je cherche un site moi où on peut rencontrer de l'humain. Hein. Alors mon site, on peut me téléphoner, on peut me demander. Je suis pas avare d'explications. J'ai par exemple la table de la Roydon Table, la table de Klosterman, qui était la table de Alexandre the Great, qui est pour les mentalistes. Voilà, qui est pour les mentalistes. Peut-être avec une table, vous pourrez faire votre carrière quand même. Hein. Oui, bah voilà, on en revient tout à l'heure. Tu fais 30 ans, le même numéro. Tu fais 30 ans le même numéro avec une table. Hein, donc, non, mais je veux dire, ça peut rapporter beaucoup d'argent pour un voyou qui pourrait. Après, pour un artiste, il faudrait qu'il. Mais pour un voyou, ce serait vraiment extraordinaire. Et je suis un des seuls à posséder cette. Voilà, bon, ça coûte très cher, hein, mais je vous dis, je ne l'ai pas vendu encore. Hein. Ouais. J'aimerais revenir sur l'univers parce que tu as quand même le logo Moleskine qui est quand même très graphique, tu as le site internet aussi. C'est toi C'est moi. Qui a tout fait? Oui. D'accord. Oui. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais une buse en informatique. Oui. Ok, oui, mais d'accord. pas en dessin. Hein. Ah, oui. d'accord. Ouais. Oui. Parce qu'il y a quand même un univers qu'on retrouve aussi dans ta boutique, des choses un peu bizarres, étranges qui intriguent. Et notamment sur ton Facebook. Mais tu passes ta vie sur Facebook, tu mets des photos toutes les 5 minutes. Oui, parce qu'en fait... C'est des jolies photos, certes. Oui. En fait, non, j'ai... Et tu les trouves où? Juste, tu les trouves où? Ah bah dans ma réserve personnelle. C'est-à-dire que comme je suis branché avec... Je vends des monstres... collectionneurs. Enfin, je suis collectionneur, donc si tu veux, je suis en contact avec beaucoup de sideshows, c'est-à-dire des cirques saltimbanques de monstres. Hein, et de personnalités qui ont des trucs physiques un petit peu particuliers. Ouais. Et puis aussi des patrons de cirque américains qui m'achètent. Comme j'étais antiquaire dans ce domaine, j'ai des sirènes, des monstres, des choses comme ça, et donc je connais un petit peu, et je suis assez connu dans ce domaine. Donc je ne suis pas très connu des magiciens français, mais par contre bien connu au niveau international, dans un domaine qui est le sideshow, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant les cirques, ou après. C'est-à-dire la femme à barbe, l'homme le plus gros du monde, le Barnum, un petit peu. C'est un petit peu mon Parce que sur les photos que tu publies, on dirait des photos vintage. Oui. Je sais pas si c'est vraiment vintage, si c'est vraiment vintage. Ils sont vraiment datés. Oui, ils sont datés. D'accord, parce que des fois il y a des trucs étranges, mais à chaque fois c'est un peu comme Laurent, Laurence Godin, il publie beaucoup de photos. À chaque fois, il y a un petit truc, ça intrigue, ça... À double sens, oui. Ouais, oui. Mais c'est intéressant parce que par l'image, en fait, qu'est-ce qu'un magicien? Ma définition de magicien, pour en revenir tout à l'heure, pour moi, ce serait un fabricant d'histoires à regarder, un conteur d'images. Tu vois, quelqu'un qui te fait voyager dans un univers complètement truc, et qui utilise évidemment quelques outils, mais qui sont là au service de l'histoire. Je pense que cette magie-là, même si elle n'est pas dans le business, entre parenthèses, très facile à
présenter. Je pense qu'il faut au contraire maintenant réasseoir les gens et trouver d'autres endroits pour faire ça. C'est possible. Je pense que c'est possible. Ouais. Dans le médiéval, quand vous êtes en costume, les gens se laissent aller complètement. Ils viennent là pour ça. C'est un public familial. C'est un public familial. Alors c'est peut-être pas pour certains jeunes magiciens. Je dirais, on n'est pas à la voile rouge à Saint-Tropez avec les gonzesses, mais par contre, ce spectacle-là, c'est très très agréable aussi. Quand les gens vous écoutent, quand les gens sont à l'écoute de votre spectacle, ça vous fait progresser énormément. Et pour moi, c'est une magie essentielle. J'ai plus envie de faire des close-up marathon, j'ai plus envie de faire des trucs inhumains où on me disait, tiens, et je crois qu'il y a des agents qui ne savaient même pas ce que je faisais. Donc voilà. Il y avait des agents, ils ne savaient même pas ce que je faisais. Ils me vendaient parce que j'étais bankable pour eux. Les clients avaient des bons retours, mais ils n'avaient rien à faire de ce que je faisais en fait. Pour finir peut-être, avant d'aller voir quelques curiosités, etc., tu pourras nous montrer quelques objets assez insolites, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets à venir? Oui, j'ai un nouveau lieu maintenant qui va évidemment pouvoir accueillir des enfants, car je loue une salle pour les anniversaires d'enfants avec un spectacle intégré, et évidemment le gâteau, tout ça, et puis un petit musée des créatures lacustres de Haute-Savoie et de montagne, qui est un travail sur vraiment les curiosités. C'est un bestiaire humain et animalier des régions montagneuses, basé sur des rumeurs, des choses comme ça, très très Shellmania justement, mais avec une approche complètement personnelle. Donc j'aime bien... C'est un projet à court terme, moyen terme? Ça c'est un projet à long terme parce qu'en fait il est déjà prêt, puisque je l'ai présenté à l'hôtel Imperial Palace à Annecy il y a 15 jours. Et donc c'était la première avec les Filles du Lac, qui sont une association qui a fait le Paris-Dakar féminin, avec la fille de Polaro. Et donc elles m'ont contracté pour ça. Et cette exposition, évidemment, il y a un magicien à l'entrée, car il faut un crieur pour faire rentrer les gens à l'intérieur du chapiteau. Et donc le crieur, ça va être toi? Le crieur, ça va être moi ou un autre, un petit Sicilien que j'aime beaucoup, et qui est un magicien qui est... voilà, c'est des battleurs. J'aime beaucoup cette idée de Maître Gonin, le battleur du 19e siècle, qui a existé au 18e. Il y a eu des Gonins, il y en a eu 23 des Gonins. Donc c'est intéressant que les gens se sont repassés le nom, et aussi les routines, puisque les gobelets, les machins et tout ça. Et donc Donc là l'ouverture de ton nouveau local, ça va être pour bientôt? Juillet. Dans un mois, 2 mois? Juillet, c'est bientôt. C'est très très bientôt. J'ai déjà récupéré le local. Là, les travaux sont finis. J'ai plus qu'à mettre les vitrines, le truc, et puis surtout trouver le sens pour le musée. Et puis voilà. Bien agencé. Voilà. Et j'invite les jeunes magiciens aussi, s'ils veulent louer une salle incroyable, car il y aura une exposition d'affiches anciennes. Qui s'appelle Chacan, et je me dois de lui rendre hommage. Il fait toujours l'interview de Bernard Pivot, donc tu vas être obligé d'y passer. Oui, pas de souci. Donc alors, ça va commencer tout doux. Hein. Ton tour de magie préféré? Ah ouais, tout doux, hein. T'inquiète, après c'est pire. Vas-y, tout doux. La bague et le lacet. C'est-à-dire? Routine de bague et de lacet. D'accord, des enclavements, désenclavements. Enclavement, désenclavement, et aussi, et puis surtout les pièces. Tu fais beaucoup de pièces? J'aime beaucoup ça. Ouais. D'accord, ok. Oui, j'ai vu une vidéo de toi. Donc ça, c'est ton tour préféré. Le tour que tu détestes. C'est souvent plus dur. Non, le tour que je déteste... Celui que je fais jamais. Je ne le fais jamais. C'est quoi ton tour préféré? C'est celui-ci que je déteste. Je sais pas, Il n'y a pas un tour où tu te dis non, c'est pas possible de faire ça quoi. C'est rien moi, par une exemple. partie de la magie que t'aimes peut-être moins. T'as un sac en papier, tu fais apparaître des fleurs ou des trucs comme ça quoi, par exemple. Arrête la poésie. Oui, je vais t'en trouver un, il y en a plein. D'accord, bon, on te l'a mis sous le coude, mais il faudrait que tu répondes. Oui. Si tu étais vraiment magicien, vraiment, hein, il l'est pas. On n'est pas magicien? On n'est pas ah moi non, magicien? moi je triche. Ah bon? Ah ouais, non, moi je triche. Si tu étais vraiment magicien, tu aurais vraiment un vrai pouvoir magique. Et qu'est-ce que tu ferais dans ta vie en claquant des doigts et... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien.
Si j'étais vraiment magicien. Soit remplir ton compte en banque, soit un peu pour trouver des gonzesses. De ce côté-là, ça va. Si j'avais vraiment de l'argent et que j'étais magicien, Non, si t'étais vraiment Si magicien. t'étais vraiment Donc, tu magicien. claquais des doigts, qu'est-ce que tu ferais en priorité? La première chose que tu ferais? Retrouver à l'âge de pique. je me ferais un raccourcir la bite. Oh! C'est très fin. T'en as pas une autre? On va la couper, ça. Non, on va la garder, non, on la T'en as garde. pas une autre? Je me ferais couper la... Ouais, ça fait le mec qui est pas vaniteux, tu sais. Eh ben moi, tu vois, je ferais le contraire. Question suivante. Ta première fois, est-ce que tu te souviens de son prénom? Oui. Ouais, ok. Deuxième, Reine. autre question. Tu vois, c'était Quel est déjà- son prénom? Reine. Reine? Ouais, en plus. Ah, mais tu faisais dans les animaux. Ouais. Reine. R-E-I-N-E. Ah, je croyais que Comme la c'était... t'as vu le Père Noël passer Comme la et reine. tu t'es dit, tiens, je vais m'en attraper un. D'accord. Ton premier baiser? Oui. C'est la reine aussi? Reine aussi. Oh, mais t'as tout fait. Elle a J'ai pris fait cher, la elle, misère. en une soirée, elle a tout fait. J'avais 12 ans. Il Elle en avait 34. Il était pas vraiment magicien. J'étais pas du tout magicien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, j'étais pas du tout magicien. Parce Non, que je là- la connais toujours. Hein. Ouais, mais 70 balais, tout Mais on ce que couche vous plus avez. ensemble. Ouais, Oui. c'est flasque à cet âge-là. Ton plus gros succès en magie, allez, en magie. Ton plus gros succès, vraiment. En mon gros succès, Ouais. le roi du Qatar, à la première partie de Placido Domingo, j'ai fait une demi-heure. Et j'ai la chance d'avoir un chanteur libanais qui chante en playback. Le public, ouh, j'arrive derrière parce que Placido Domingo et moi, je me mets derrière lui quand même. Et nous, on était en direct, quoi. Et j'ai vu que le public, et particulièrement des gens qui sortent beaucoup et qui ont des moyens, ils ont vu qu'ils préféraient une prestation, une vraie prestation, c'est-à-dire en live, en direct, que un mec qui chante en playback, même si c'est une star dans son pays au Liban. Truc. Et là, franchement, j'ai eu beaucoup de succès. Ouais. C'était retransmis à Al Jazeera. D'accord, ok. Donc il n'y avait pas les faux applauses, mais Ouais. disons que j'ai eu la stand quand même. Et ça Ouais, fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Surtout quand tu es devant le roi du Qatar qui t'a payé et que tu vas Et rester. lui, je crois qu'il doit être content quand même. Oui, parce que c'est pas lui qui m'a contracté, mais en même temps, si tu veux, la difficulté, c'était que j'ai dû faire d'abord du close-up à tous ceux qui sont sous lui. Et lui, il avait la table à l'étage au-dessus, et il regardait par un truc spécial et toutes les télévisions, puisqu'il y avait Al Jazeera, c'est le pays de Jazeera. D'ailleurs, il m'avait proposé un contrat pour faire une émission de télévision là-bas, puisque c'est des Tunisiens, le directeur de cette chaîne. Ouais. Ils parlent très bien français. Et ils m'ont dit de faire une émission pour... On a fait les 3 premières prises pour apprendre la magie aux enfants. Hein, donc ils cherchaient des... Mais ils prennent surtout leurs artistes du côté de Londres. Tout se traite à Londres. Ça, c'était ton plus gros succès et ton plus gros bide, où tu t'es dit, Le ça flop. pique. Ouais. C'est voilà. C'est à Ésaü, dans la Drôme provençale, un magnifique village, dans un camping, où tout mon matériel s'est envolé. C'est-à-dire que je me suis retourné, il n'y avait plus rien sur scène. Bah, il y a eu un coup de vent Un terrible. coup de vent ou alors terrible. C'était du balsa. Non, c'était coup de vent terrible. Si tu veux, on était dans la montagne, le soir. Tout allait bien l'après-midi, chaud, les enfants à la piscine, tout ça, j'arrive, je me dis super, un super truc, avec des gens dans un village, même pas jet set, un truc hyper simple à faire et tout. Je monte tout le numéro, et à l'époque j'en avais un petit peu du truc, mais c'était pas des grandes illusions, c'était mal payé, hein. C'était un bide. Et là, grand moment de solitude, quand tout tombe par terre, les anneaux, les tubes. C'est terrible. Imagine, donc après ta mort, tu montes au ciel et tout, et là t'as un grand monsieur avec ses ardoises et tout qui t'ouvre la porte, et C'est des ardoises spirites? peut-être, ouais. Avec ses tablettes, c'est des iPads. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise sur ta vie, cet homme en blanc, avec la grande barbe? Le Bee Gees. T'as joui? Non, maintenant c'est le moment de casquer. Peut-être quand je lui ferai une proposition. Oui. Non, voilà,
j'ai une très bonne vie, j'espère que c'est pas terminé. J'ai d'autres On projets le souhaite, hein. voilà, On le souhaite, hein. dans la magie. J'invite évidemment à venir me voir. Le mieux c'est de téléphoner parce que j'ai quand même un petit peu de travail. Mais disons que je suis toujours heureux de rencontrer des nouveaux magiciens et particulièrement Calix de faire ta connaissance. Romain je le connais bien, mais toi je ne connaissais pas et toujours évidemment de travailler dans ce milieu-là, ça c'est ce que j'aimerais continuer à faire, même si je dois, parce que j'aime bien l'argent et puis les belles choses, donc je fais aussi d'autres business, mais disons que la magie, c'est quand même mon dada. C'est ta passion. Voilà, j'ai eu 22 ans de magie, de carrière magie, j'ai aussi eu un accident cardiaque qui a mis un terme à ma carrière, j'ai fait les 3 dernières années chez Beachcomber, je me suis bien aperçu que l'énergie que tu dois avoir pour faire une Malle des Indes, voilà, et ben, quand tu as 50 ans, bah, tu penses, mais il y a plusieurs métiers dans le métier, et je pense qu'il y a encore de beaux jours, il y a des nouvelles choses à trouver, oui, et je suis très optimiste sur l'endroit où on doit travailler, les nouveaux contrats qu'on va avoir, les outils de magie au service de l'entreprise et pas forcément au service que du magicien. Donc je crois qu'avec l'outil de magie, on peut proposer des visuels. Je dis souvent aux magiciens, et je leur demande, n'allez pas tout le temps voir des DVD de magie, mais allez plutôt à la Biennale de Venise, voir les artistes contemporains, et vous allez en prendre plein la gueule. Parce que le spectacle, il y a une autre forme de spectacle, et les outils qu'on trouve dans les boutiques de magie, je ne parle pas que pour ma paroisse, hein, et ben justement les outils qu'on n'ose plus aujourd'hui utiliser, les tours de magie qu'on n'ose plus utiliser, il faut les prendre et les transformer et faire une illusion peut-être architecturale, un peu plus architecturale, et utiliser ce qu'on a, notre patrimoine, pour proposer aux gens, je vous dis, des images à regarder. C'est ça qui est intéressant. Et après, ils comprendront ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dedans, et heureusement qu'il y a cette jeunesse qui vient nous sauver. On a envie de se marrer, nous les vieux. Donc le monde magique est vaste. Et, ah oui, oui, et j'espère que tout le monde ne sera pas stéréotypé. J'aime beaucoup David Stone, mais quand j'en vois 20, j'ai plus envie de les voir. J'ai envie de voir David Stone, j'ai envie de voir l'original, et pas la copie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'adore Fombarondel, c'est un très très bon magicien, et voilà, j'ai envie de voir l'original, j'ai pas envie de voir la copie de Fombaron. Exactement. Et ben, en tout cas, merci pour ce petit rendez-vous, pour ces quelques mots échangés avec toi. Un mot à dire à tous les gens qui nous regardent. Ben écoutez, je suis très heureux d'avoir rencontré ces deux fellows, comme on appelle en anglais, ces collègues, qui m'ont fait un super accueil. Puis j'espère vous voir bientôt au magasin ou évidemment sur les ondes, au téléphone. Vous pouvez toujours m'appeler. Comme je l'ai dit, les conseils sont gratuits. Et on pourra évidemment faire connaissance. Et puis vous pourrez m'exposer ce que vous recherchez. Bon, en tout cas, merci, je te sers la pince, merci. Merci à vous. Merci Fred. Merci les gars. Merci pour l'aide. Ciao, bye bye. Merci à vous. Salut Magie Yazine.